Alors, évidemment, personne ne peut faire des diapositives aussi nickel que Romain Paliche, donc excusez-nous pour les diapositives, mais on espère solliciter quand même certaines de vos questions. Vas-y Gisèle, à toi. D'accord, merci. Donc bonjour à tous. Et donc à la suite de Romain, je rebondis sur l'échec à travers 2 cas cliniques. Le premier cas clinique, c'est une patiente que je suis. Une patiente âgée de 41 ans qui est agent administratif. Elle vit en couple. Elle a été dépistée en 2011, notamment en novembre. Et le conjoint a été dépisté également séronégatif. Elle est sous traitement depuis janvier 2012. Et le régime initial était l'azidovudine, la lamivudine et la névirapine. Et c'est une patiente qui est inobservante, avec plusieurs épisodes d'arrêt intermittent au profit d'autres médications, prières, tradithérapie, etc. Et le suivi que je vais vous montrer tout à l'heure montre une absence de suppression virologique sous première ligne après 2 contrôles consécutifs de la charge virale. Et donc, elle a bénéficié au décours du suivi, comme en France, on fait le suivi tous les 6 mois. Donc, à M6, on a le nadir des CD4 qui était à 166. Ensuite, elle est montée à 246. Et à 12 mois, elle était à 223 pour une charge virale autour de 30 000 copies. Et à M18, elle baisse en charge virale et se stabilise, sinon tendance baissière en CD4. Et donc, à partir de ce suivi, la question qu'on pose, quand affirmer l'échec? Vu qu'elle est détectable, donc comment... Quel type d'échec, déjà, vous avez... qu'est-ce que vous discutez de là, de ce cas-là? Quel type d'échec c'est et comment l'affirmer? Non, mais quel type d'échec? Viraux, cliniques, immuno? Donc... Merci. Là, elle n'est pas observante. Oui. C'est ça. Et elle est en échec virologique. D'accord. C'est clair. Charge virale détectable malgré le traitement. C'est après 6 mois de traitement. On peut considérer qu'il y a une charge virale. Oui, on peut considérer détectable. On peut considérer le patient est en échec virologique. Mais il faut le contrôler. Après une éducation thérapeutique, s'il y a une bonne observance, peut-être que la charge virale va baisser. Donc là, clairement, cette dame est en échec virologique. Est-ce qu'elle est en échec immunologique? Oui, bien sûr. Il y a également un échec immunologique, mais il me semblait qu'elle avait un taux de CD4 assez élevé. Oui, voilà. Non, non, ça ne changeait pas. Ça n'évolue pas. Oh, est-ce qu'on peut déclarer vraiment un échec immunologique? En tout cas, elle devrait gagner en CD4 et elle ne gagne pas. Donc on a un échec immuno et un échec viraux, mais finalement cette dame a eu de la chance parce qu'elle n'avait pas trop d'impact clinique. Donc elle n'avait pas d'échec apparent. Il n'y avait pas de symptômes cliniques. Il n'y a pas fait d'infection opportuniste. Oui. D'accord, on poursuit. Et donc, voilà. Ça permet de répondre. L'échec, il est d'abord virologique, ensuite immunologique et enfin clinique. Et elle, au moment où on diagnostiquait son échec, il n'y avait pas encore de stigmate clinique de cet échec. Voilà. Donc, cette diapositive résume un peu les réponses que vous avez apportées tout à l'heure. Et donc, comment coacher cette patiente pour la ramener sur le droit chemin en termes... D'accord. Oui, merci. Donc, je pense que d'abord, il faut reconstruire l'histoire de cette dame, voir qui elle est, où elle habite, quelles sont les difficultés ou les obstacles auxquels elle fait face par rapport à son traitement.
parce que quelquefois les gens ne prennent pas le traitement parce que c'est lié à certains facteurs. Donc il faut évaluer tous ces facteurs-là. Et donc il faut passer au changement de ligne chez lui et en garder l'observance, l'aider après avoir évalué cela. Donc garder, comment je vais dire, raccourcir les rendez-vous pour évaluer l'observance. Donc il faudra l'aider. Quand on va changer, évidemment, il faudra l'aider dans le parcours afin qu'on se rassure que les médicaments sont correctement prêts. Et le mari est-il au courant de la situation de sa femme? Oui, le mari, il est informé du statut de sa conjointe. Et d'ailleurs, c'est elle qui l'a conduit au dépistage. D'accord. Voilà. Et elle est en couple, elle est détectable. Donc, comment vous gérez? Vous changez tout de suite, vous renforcez en essayant de comprendre les raisons. Bon, moi, ce que je dirais, hein, c'est que tout à l'heure, dans la présentation, vous avez dit qu'elle était à la quête d'autres traitements, oui. Traitements traditionnels, prières et autres. Ça me laisse penser que elle est à la quête d'une guérison définitive. D'accord. C'est pour ça qu'elle va chez le praticien et donc ça me pose donc la question de savoir est-ce qu'elle comprend bien l'objectif de son traitement. Donc il faut maintenant l'aider à comprendre c'est quoi l'objectif visé par le traitement. Donc il faut l'éduquer. Voilà. D'accord. Donc vas-y, continue le temps que je fasse le tour. D'accord. Et donc, devant ce cas, on se pose la question, est-ce qu'il s'agit d'un problème d'observance? Mais on l'avait détecté depuis, vu que le médecin avait conclu qu'elle était inobservante. Et aussi, il pourrait s'agir d'interactions médicamenteuses avec la baisse parfois, hein, pour les patients qui sont polymédiqués, hein, ça peut baisser les concentrations, donc rendre le traitement moins efficace. Ou enfin, est-ce que de base, il y avait des mutations primaires ou secondairement, des mutations sont survenues au décours de ces épisodes d'arrêt intermittent? Donc, devant ces patients qui sont détectables sur le plan virologique, l'ensemble des réponses à ces questions aident à ajuster au mieux la gestion du patient. Moi, je pense que ici, le premier problème, c'est de renforcer d'abord l'observance par l'éducation thérapeutique de la patiente. Donc, après ça, on peut chercher les mutations de résistance. Donc, il faut d'abord renforcer l'observance pendant 3 mois. Oui. Après le renforcement de l'observance, on va faire... Là, on vous a montré un cas où il y avait déjà 6 mois de réplication entre les deux. Donc du coup, il est quand même temps de faire un bilan, à mon avis, complet. Là, on est à 18-12 mois. Mais vous êtes tous d'accord sur l'enfant d'observance? On entend en plus des finesses sur ça. Ne suffit pas de dire enfant d'observance, c'est la compréhension de sa maladie. Voilà, la compréhension de la maladie, la compréhension du traitement, l'éducation complète thérapeutique qui pourrait être initiée. Vous voulez dire quelque chose, non? Voilà, c'est ça. Hein. Moi, je suis du même avis. Il faut vraiment faire une bonne éducation thérapeutique, hein, lui expliquer sa maladie, faire un bon renforcement de l'observance avant de changer d'emblée. Et après cela, on peut faire une réévaluation, doser la charge virale CD4 avant de changer le traitement. Vous savez que l'observance, c'est 60 à 70% des causes d'échec. Hein. Alors vas-y, peut-être avance un peu le temps qu'on est... Et donc, dans le renforcement de l'observance, comme vous l'avez dit, il faut comprendre les difficultés si éventuellement les raisons sont liées à des difficultés matérielles qui peuvent être financières pour certains patients ou absence de soutien au niveau familial qui conduit à une inobservance. Mais elle, ce n'était pas le cas sur le plan matériel. Sur le plan soutien, elle avait son mari, elle a un travail. Et aussi, ça peut être lié à la lassitude du traitement au long cours, parce que la quête d'autres médications, c'est comme l'autre l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être parce que, pas qu'elle cherche une guérison, mais elle veut souffler. Donc, elle peut être fatiguée de prendre le médicament, surtout qu'il fallait le prendre tous les jours.
Et bon, les effets secondaires, on n'en avait pas retrouvé chez cette patiente. Et aussi, pour certains cas, les patients disent le médecin, il ne tient pas compte de mes préoccupations, il me contente de reconduire les ordonnances. Alors, quand on fait les prélèvements, il ne me partage pas les résultats. Donc, je ne sais pas où j'en suis et du coup, je ne suis pas motivée à poursuivre le traitement. Donc, il peut s'agir d'une difficulté au niveau de l'échange, hein, de la qualité de la relation patient-médecin. Ouais, ou peut-être, Jade ou Karine voulait intervenir, ou de l'éducation thérapeutique en général, où par exemple en France, ce sont aussi beaucoup les infirmiers, les pharmaciens, peut-être une délégation de tâches sur cet aspect-là, où on ne peut pas dire à son docteur préféré qu'on ne prend pas son traitement. Ça a été démontré, hein, oui. En revanche, avec d'autres gens, ou des pairs, c'est plus facile de comprendre et d'avouer, finalement. Donc la dernière ligne, elle est intéressante. Hein. Peut-être que voilà, c'est difficile aussi d'évaluer l'observance quand on est le médecin, à qui le patient doit quand même. On va juste avancer. D'accord. Pardon, Karine, un petit mot? Non. Oui. Dans les difficultés de prise en charge des patients, au niveau de l'adhésion ou de l'acceptation même de la maladie, on peut avoir des difficultés d'ordre, je vais dire, spirituel ou mystique. Quand un patient vous dit que c'est un mauvais sort et il n'adhère quasi jamais au traitement. Il peut peut-être faire, pour faire bonne figure, accepter dans un premier temps de prendre. Après, la suite, c'est compliqué. Il y a des interruptions parce qu'on va proposer une maman guérisseuse à gauche ou un pasteur, etc. Donc ça, c'est difficile à gérer, quoi. On sait tous que c'est un point majeur qui est difficile à gérer. Et je vais reprendre juste ce que disait Bruno Spire il y a des années sur l'observance. En plus, elle n'est pas régulière. On peut être observant, puis inobservant, puis on n'est pas déclaré inobservant toute sa vie. Hein. Donc c'est difficile. Donc on passe sur ce sujet-là. Et donc, à la suite de l'observance, on évalue également, on recherche des mutations de résistance à partir des tests génotypiques. Et pour cette patiente, le génotypage a été fait. Et je vous présente les mutations. Il y a une petite mutation sur la protéase, 2 mutations sur les inhibiteurs non nucléosidiques et pas de mutation sur les inhibiteurs nucléosidiques. Et donc, au vu de ce résultat, quelles sont vos conclusions pour cette patiente? Comment vous interprétez là ce génotype? Est-ce que c'est un vrai échec? Alors, chez ce patient, il y a une résistance aux inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse et donc il est sous bithérapie en fait. Parce que la K20I, c'est une mutation mineure et voilà. Voilà, c'est ça. Et il ne vous manque pas quelque chose là? Il n'y a pas quelque chose qui vous intrigue? Non, oui. Ce n'est pas une mutation à la protéase, c'est une mutation polymorphique, c'est-à-dire que son virus a naturellement ce changement en vain, mais je ne l'ai pas interprété dans le hein, donc souvent, vous allez voir, vous allez avoir des virologues qui ne sont pas sympas et qui demandent juste les mutations sur l'interprétation. Est-ce qu'il ne vous manque pas quelque chose là? Si, en fait, chez ce patient, on devrait avoir une mutation au moins au 3TC, c'est que visiblement, elle ne prend pas ces médicaments. Donc, très bonne remarque. C'est-à-dire que la mutation 3TC, c'est laquelle? Vous la connaissez? C'est la seule à connaître. La M184V, elle est là quand on prend mal, mais quand on prend les drogues. C'est quasi un marqueur d'observance. De mauvais, mais au moins de prise de médicaments. Donc, et elle gêne énormément la réplication du virus. Donc, dès qu'il n'y a plus de 3TC, le virus sauvage reprend le dessus. Okay. En revanche, les mutations non nuques, qui sont sélectionnées très vite, elles impactent moins le fitness, la réplication, et donc elles peuvent perdurer, même si on arrête un peu. Donc là, la réponse m'a été faite là tout à l'heure, c'est vraiment la fluctuation du traitement. Pardon.
Et donc, suite à cette conclusion, la question qui suit, est-ce que vous maintenez la première ligne ou vous pensez qu'il faille changer? Alors, en tenant compte du profil de la patiente et des résultats du génotypage. Que proposez-vous? Alors? Il y a un doigt... Pardon. Moi, je pense que chez cette patiente, avant de changer, il faut d'abord travailler sur l'éducation thérapeutique. Il faut s'assurer qu'elle comprend et s'assurer un peu qu'elle va devenir de plus en plus observante. Sinon, elle va aussi griller les autres lignes qu'on va lui donner. Et en plus, je voulais rajouter, comme cette dame a partagé avec son époux, je pense qu'il serait bénéfique d'essayer d'impliquer l'époux dans l'éducation thérapeutique, dans le suivi du traitement de son épouse. Peut-être à deux, ils y arriveront un peu mieux. On suppose... D'accord. Voilà. Ouais. Et ce n'est pas toujours le cas. D'accord. Voilà. Donc, et on se met dans le cas de figure où elle a bénéficié de ce renforcement, elle a le soutien de son mari. Vous, en tant que médecin, vous avez fait cette étape préliminaire et vous avez les résultats du génotypage. Vous savez qu'elle avait été inobservante. Le génotypage ne nous donne pas de mutation sur les inhibiteurs nucléosidiques. Donc, on se dit que c'est quelqu'un qui ne prend pas. Est-ce que vous changez ou vous maintenez le traitement? Vous continuez? D'accord. Deuxième commentaire, puis un troisième tout au bout là-bas. Moi, je dirais déjà qu'il y a des mutations sur les inhibiteurs non nucléosidiques. À mon avis, ça ne sert à rien de continuer à conserver les inhibiteurs non nucléosidiques. Autrement, il fera la bithérapie et puis on va avoir encore les résistances, les mutations avec les deux autres molécules. Donc, d'emblée, moi, je vais éliminer les inhibiteurs non nucléosidiques, donc je change. D'accord. J'ai un dernier commentaire là-bas, je crois. Il y avait une main qui s'est levée là-bas. Ah. Voilà, merci. Donc, je suis pour cette option. Donc, chez ce patient, on va changer de traitement parce que les non-nucs ne marchent plus. Donc, si on maintient la bithérapie, ce patient va griller les nucs aussi. Donc, il y aura une résistance aux inhibiteurs nucléosidiques. Donc, on va changer, on va le mettre sous inhibiteur de protéase, mais avec une bonne éducation, un bon accompagnement. Parce qu'un patient qui ne peut pas prendre un protocole avec inhibiteur non nucléosidique, donc supposé plus simple, chez nous par exemple en Afrique, la deuxième ligne aux inhibiteurs de protéase, c'est au moins 5 comprimés. Donc quelqu'un qui ne peut pas prendre un comprimé le soir, si on le met sous 5 comprimés par jour, donc là, il faut vraiment l'accompagner pour avoir une meilleure observance. Ce n'est pas évident. Je crois que madame a tout résumé. Je vais juste dire que si on laisse le traitement en cours, non seulement on va griller les nuques, donc la deuxième ligne sera impactée, nous allons continuer à griller les non-nuques, puisque là vous avez grillé névirapine et favirenz en laissant le virus répliquer, d'autres mutations vont apparaître et l'étravirine ne pourra plus marcher. Or l'étravirine est une bonne drogue de troisième ligne, c'est une barrière génétique élevée, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs mutations. Donc effectivement il faut changer, mais avec toutes les précautions qui ont été dites. Exactement. Oui, on peut passer au deuxième. Ça. Je crois que tout a été dit. Oui, donc c'est ce qui s'est fait pour cette patiente. Ah oui, tu peux raconter ce que tu as fait, toi? Oui, cette patiente, elle a bénéficié d'une seconde ligne avec la combinaison tenofovir, lamivudine et lopinavir, ritonavir. Et la conséquence directe de cette modification, vous voyez, et les deux... Hop. On atteint l'indétectabilité. Et donc ça a été fait en l'absence de génotype, puisque voilà, ça a été difficile de récupérer les résultats. Ouais. Donc Gisèle n'a pas attendu et a préféré, devant un contexte de problème d'observance, de renforcer l'observance, de changer, parce qu'entre M24, M18, il y a 6 mois d'attente. Voilà, le génotype n'est pas arrivé en temps. C'est aussi ça qu'il faut dire. Et l'idée, voilà, c'est que chez une patiente pour qui on a des doutes sur l'observance, il faut éviter, quand il y a une détectabilité sur 2 points, de maintenir des molécules à faible barrière génétique. C'était ça l'idée.
Les favirenz et la névirapine ont une faible barrière génétique. On a, à l'issue des 2 contrôles de charge virale obtenus, vérifié qu'elle était toujours indétectable. Donc, on n'a pas attendu les résultats du génotypage et le switch s'est fait. Juste une question, est-ce que vous pourriez mettre du dolutegravir à la place du lopinavir, là? Donc, on n'a que les non-nucs qui sont grillés. Si vous aviez accès. Oui? Qui dit oui? Qui dit non? Tous les autres? Ah non. Les autres ne s'expriment pas. Prononce pas. D'accord. Oui, la réponse est oui. Allons-y. OK. Oui, c'est downwing. Donc on aura les résultats. Downing. Donc on a les résultats ici même d'ailleurs. On l'a sélectionné à l'oral demain après-midi. Une question? Est-ce qu'on passe? Est-ce que réponse immunologique? Pas encore, c'est ça? Elle est restée encore à... Et il était autour de 287. Le pourcentage a monté. Le pourcentage. Oui, le pourcentage est monté. C'est un marqueur secondaire. Hein. Le marqueur principal, c'est la charge virale. C'est une bonne remarque. Oui, c'est une bonne remarque, mais le principal marqueur, c'est la charge virale. Cas clinique 2, Gisèle. D'accord. C'est bon, on est quoi? Vous avez 9 minutes. 9 minutes, d'accord. Donc, pour le cas clinique 2, juste le contexte, c'est un cas clinique qui est issu de la cohorte TILAO. La cohorte TILAO, en fait, c'est un essai qui s'est chargé d'évaluer la stratégie renforcement-changement pour 3e ligne ou maintien de la 2e ligne en vue éventuellement de définir des algorithmes pour la gestion des échecs à la 2e ligne. Parce qu'on a des schémas standardisés, validés par des recommandations nationales de chaque pays pour le passage à l'initiation à la 1re ligne et à la 2e ligne. Mais pour les 3e lignes, c'est des discussions et l'essai TILAO se proposait de répondre à la question en proposant un algorithme de gestion de ces échecs à la 2e ligne. Et le rappel du schéma de recherche de base, on prend des patients qui ont un échec confirmé de 2e ligne, attesté par une charge virale qui était supérieure à 1000 copies. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, pour ces patients qui sont inclus pour l'essai, la première phase, c'est le renforcement de l'observance. On n'attend pas 6 mois, on fait un contrôle viraux à 3 mois et à l'issue des résultats de ce contrôle, on maintient ou on passe à la 3e ligne. Donc c'est dans ce contexte que nous avons tiré le 3e cas. Ah oui, le point final, il y a aussi pour voir si on fait bien ou mal à l'initiation à l'inclusion du patient dans l'étude. On faisait un prélèvement pour réaliser les tests génotypiques et ce résultat n'était pas communiqué aux médecins. Voilà. C'était à l'aveugle que les résultats. Les gens sont en échec, on renforce l'observance. À 3 mois, soit ils sont toujours en échec, on passe en 3e ligne, soit ça va bien et on laisse en 2e. Donc c'est vraiment stratégique. Déjà? Il n'y a pas de question. La condition, je ne sais pas si j'ai bien compris, la condition, voici charge virale supérieure à 400 copies. On passe à la 3e ligne si on est en échec après les 3 mois de renfort. Et l'échec était défini par charge virale au-dessus de 400. Parce que pas 1000, pas 1000. Pas 1000. En fait, pour le passage à la 3e ligne, oui, on a baissé le seuil à 400 plutôt que 1000. Est-ce que c'est spécifiquement pour l'étude? C'est pour l'étude, c'est pour l'étude, c'est pour l'étude. Voilà. C'est dans le cas de l'étude. Donc vous verrez les résultats de résistance présentés demain à l'oral aussi. Vendredi, pardon. Et donc, c'est une patiente de 53 ans qui est célibataire, sans revenu, à la différence de l'autre, qui vit en famille à cet âge, qui est dépistée VIH1 en 2000, et son traitement a commencé en 2006. Et là, je vous présente dans ce tableau l'historique du traitement et les antécédents biologiques. Je passe. Donc, on réplique sur de nombreuses lignes. Voilà, et en 2012, au moment où on la repère pour l'étude, elle était pratiquement à 20 000 copies. Et donc, à l'inclusion dans l'étude, on refait un contrôle charge virale, on se rend compte qu'elle a 2 millions de copies, 6 logs, avec des CD4 qui sont à 230.
Et on vérifie qu'elle n'est pas co-infectée VIH hépatite, elle était négative. Et le traitement qu'elle avait au moment de son inclusion, elle était sous zidovudine, lamivudine et lopinavir, ritonavir, qui est une des deuxièmes lignes classiques. Et au cours du suivi, à 3 mois de renforcement, elle a une charge virale qui se maintient autour de, disons, 5 logs. Elle a perdu un log. C'est déjà pas mal. Mais... Elle en a perdu, mais c'est juste un log. Et donc, il n'y a pas d'effet du renforcement de l'observant sur le contrôle virologique. Et le traitement qui est proposé dans le cadre des critères pour l'étude, c'est zidovudine, lamivudine, darunavir, ritonavir et raltegravir, traitement qu'elle reçoit en février 2014. Et donc, sous traitement, la cinétique pour la charge virale à 7 mois, elle baisse considérablement. Elle passe à 2 logs. Ensuite, elle remonte. Et enfin, à la fin de l'étude, à 16 mois de suivi, elle tourne autour de 2 logs. Donc, elle a plus ou moins semblé être indétectable en intermédiaire à 13 mois de suivi. Mais elle est toujours replicative. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à ça, déjà? Qu'est-ce que vous pensez, là? Je pense que c'est un problème d'observance. De temps en temps, elle a arrêté son traitement. Ça peut être une résistance parce que parfois ça répond, parfois pas. Moi, je pense qu'elle a des problèmes qui l'amènent à ne pas suivre son traitement régulièrement. Oui. Oui, donc... Effectivement, ça descend quand même là, hein, ça descend, mais on voit que la charge à 10 mois, ça repart, mais on voit que quand elle prend, ça marche. Mais qu'elle prend un traitement qui est d'autant plus compliqué là. Hein. Ouais. En nombre de comprimés, toujours l'AZT, etc. Ouais. Non, mais même 2 millions sous AZT, 3TC et Lopirito, c'est qu'elle ne prend pas. Avant de rentrer, elle avait 2 millions. Donc 2 millions sous traitement, même si on est en échec et qu'on a de la résistance, mais qu'on prend, on n'a pas une charge virale à 2 millions. Non. Alors, on y va, on va terminer sur notre cas. Et donc le test de résistance? Oui, le test de résistance donne des mutations sur la protéase, pas mal de mutations. Mutations sur la transcriptase inverse. 2 mutations sur l'intégrase, mais... Alors, on va l'interpréter. Est-ce que quelqu'un sent... Il y a un virologue dans la salle ou pas? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut interpréter ce génotype, puisqu'on n'a pas interprété? Merci. Alors, elle a beaucoup de mutations au niveau de la protéase, mais ce sont des mutations mineures qui n'ont pas d'impact. Au niveau de la... K103N, M184V, donc résistance au NUC et au non-NUC, 3TC, et puis FA et NEVI pour la K103N, la 225, je ne sais plus. Voilà, donc pour l'intégral, qui est, je ne sais pas. Alors, c'est pas évident, hein, parce qu'effectivement, toutes ces mutations sur le gène de la protéase, eh ben, c'est rien du tout. Hein, donc, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'elles veulent dire quelque chose. C'est uniquement que ça doit être un sous-type CRF02, CRF06 qui diffère de notre séquence de référence qui est du B. Donc, c'est pour ça. Mais aucune sont des mutations de résistance. Finalement, cette dame est résistante au 3TC, névirapine et favipiravir, comme tout à l'heure. Pareil, sur l'intégrase, il y a aussi des mutations de polymorphisme. Et dans cet essai, on disait que, ben voilà, il y a le résultat de ce qu'on appelle le score GSS. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Son GSS est à 3. C'est le score de sensibilité par rapport aux molécules qu'elle prend. Donc elle est sous AZT, l'AZT marche, donc une molécule. Elle est sous 3TC, ça ne marche pas, donc on ne la compte pas. Elle est sous DARU, 2 molécules. Elle est sous RALT, 3 molécules. Donc elle est sous trithérapie. Effective. Donc, est-ce qu'il était justifié de passer de lui proposer la 3e ligne qu'elle a reçue dans le cadre de l'essai? La réponse est... Comment? Vous pensiez que c'était justifié? Non? Oui. Bon, d'accord,
Donc, et pour conclure, c'est que pour la gestion de ces cas d'échec, tout passe par l'observance qu'il faut renforcer en tenant compte de l'histoire thérapeutique, des données du génotypage. Et question primordiale, il ne faut surtout pas remettre les inhibiteurs non nucléosidiques chez de tels patients. Les molécules à faible barrière génétique, il faut les éviter chez des patients qui ont des problèmes d'observance. Et l'option intéressante peut s'appuyer sur le darunavir, mais aujourd'hui, on a les anti-intégrases qui permettent de réduire en termes de nombre de comprimés le schéma thérapeutique. Donc, voilà. Peut-être, ouais. Juste pour finir, qu'est-ce que tu as fait au final? Finalement, je n'étais pas dans l'étude. Hein. Elle a reçu pour l'étude le schéma. Maintenant, elle continue de répliquer? J'avoue que je n'ai pas la suite, vu que moi, j'ai fait l'extraction des données jusqu'à 16 mois et je vais... Je n'ai pas la réponse. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Donc, je vous invite à aller écouter la présentation sur Tilao qui montrera effectivement, est-ce que finalement beaucoup de ces gens en deuxième ligne étaient-ils en échec? Est-ce qu'on a bien fait de passer en troisième ligne? Et ceux qui ont été en échec de troisième ligne, est-ce que finalement ils ont cumulé une ébullition? Oui ou non? Parce que ça, c'est important en termes de stratégie. Merci à vous. Merci. Donc on passe à un tout autre sujet.